Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette deuxième partie consacrée à la philosophie des sciences et plus particulièrement au raisonnement inductif. Voici les objectifs de cette leçon. J'en avais déjà évoqué quelques-uns la semaine passée. Donc, on a parlé du raisonnement inductif. Je vais cette fois-ci vous montrer quelles sont ses limites et expliquer dans un deuxième temps le lien entre observation et théorie, parce qu'on sait que dans le raisonnement inductif, l'observation joue un rôle primordial. Ensuite, indiquer quelles sont les issues possibles, justement, au raisonnement inductif, étant donné qu'il a été attaqué, critiqué par de nombreux philosophes, et voir quelles sont les solutions qui sont possibles pour, malgré tout, faire avancer la science grâce au raisonnement. Mais ce sera peut-être un autre type de raisonnement que, justement, le raisonnement inductif, à savoir lequel. Et essayer de voir s'il y a un moyen, justement, de distinguer les sciences des pseudosciences. Voici les objectifs donc de cette séance. Donc, la dernière fois, on avait terminé avec la présentation du principe de l'induction, du raisonnement par induction. Et une question fondamentale, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut justifier ce principe de raisonnement, ce type de raisonnement. Alors, est-ce qu'on peut le faire par la logique? Ici, je vous donne un exemple d'un raisonnement logique qui est logiquement valide. On appelle ce genre de raisonnement aussi un syllogisme, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, qui veut que lorsque les prémices, c'est-à-dire les phrases 1 et 2 dans cet exemple, sont vraies, la conclusion s'ensuit nécessairement vraie. Ainsi, par exemple, si je dis que Macron est français, cette phrase est vraie, tous les Français parlent français, c'est aussi vrai. Conclusion, Macron parle français. La conclusion suit logiquement des prémices, c'est-à-dire la prémisse 1 et la prémisse 2. Et si les prémices sont vraies, alors nécessairement la conclusion est également vraie. Macron parle français. C'est ce qu'on appelle un raisonnement déductif qui est logiquement valide. Mais comment fonctionne justement un raisonnement inductif? Si je reprends, je crois, un exemple que je vous ai donné la semaine passée, avec les corbeaux, tous les corbeaux sont noirs. Première prémisse, le corbeau que j'ai vu lundi était noir, celui que j'ai vu mardi était noir. On peut ajouter naturellement une troisième, une quatrième prémisse, de nombreuses prémisses, avec ici, avec mon exemple justement, que les corbeaux, le mercredi, le jeudi, etc., sont noirs. Mais est-ce que la conclusion est nécessairement vraie à partir des conclusions, à partir des prémices, pardon? En effet, j'ai beau avoir vu lundi un corbeau qui était noir, mardi un corbeau qui était noir, il ne s'ensuit pas que logiquement la conclusion soit vraie. La vérité des prémices d'un raisonnement inductif n'implique pas que sa conclusion soit également vraie. On ne peut donc pas déduire ou inférer de conclusions vraies à partir de prémices, même si elles sont vraies lorsqu'il s'agit d'un raisonnement inductif. Je donne un autre exemple, celui d'une dinde qui, quand elle se trouvait dans une ferme, avait justement remarqué que le matin, le fermier arrivait à 6h30 pour la nourrir. Alors elle remarque, lundi c'est le cas, il arrive à 6h30. Mardi, c'est aussi le cas, il arrive à 6h30, il lui donne des graines. Le mercredi, le jeudi, passe ainsi une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, 2 années. Donc, elle arrive à la conclusion qu'elle est toujours nourrie à 6h30. Sauf que, le 24 décembre, le fermier entre dans le poulailler et, au lieu de la nourrir, lui coupa la tête. Donc, cet exemple illustre assez bien le fait qu'à partir de prémices vraies, dans un raisonnement inductif, je le précise, on ne peut pas aboutir à une conclusion qui soit nécessairement vraie.
Comment faire maintenant pour justifier le principe de l'induction? On a vu qu'avec la logique, ça ne fonctionnait pas. Reste par l'expérience. L'expérience a montré que oui, les lois de la psychologie, issues justement du principe de l'induction, fonctionnent assez bien pour prédire le comportement des gens. Et on a aussi vu que les lois économiques fonctionnent assez bien pour prédire cette fois-ci le comportement des consommateurs. De la même façon pour les lois astrophysiques, et ainsi de suite pour les lois que nous connaissons. Donc, le principe d'induction est justifié. À partir de l'expérience de différents domaines, comme la psychologie, l'économie, l'astrophysique, etc., on peut conclure, mais regardez, tous les systèmes que je viens de vous évoquer, que je viens d'évoquer, fonctionnent bien. Donc le principe d'induction fonctionne aussi. Mais voilà, c'est une pétition de principe. Il s'agit d'un argument circulaire. Il utilise le même type de raisonnement, à savoir le raisonnement inductif, qu'il est censé justement expliquer. J'essaie de justifier le raisonnement inductif en me servant, comme type de raisonnement, d'un raisonnement inductif. Vous voyez bien qu'il s'agit d'un argument circulaire et qu'il n'est pas recevable pour la justification de quoi que ce soit. Je viens de vous montrer qu'il est difficilement possible de justifier le raisonnement inductif. Le raisonnement inductif est également confronté à un autre problème majeur, celui justement d'un de ces critères, à savoir le recours à l'expérience, à l'observation. À partir de combien d'énoncés d'observation peut-on dire « Ok, maintenant je peux déduire ma conclusion ». 10, 20, 30 expériences, 100 observations, 1000, c'est difficile à dire et même les scientifiques ne peuvent pas décider d'un chiffre pour justement déduire une conclusion. Il semble aussi que parfois il ne faille pas recourir à un grand nombre d'expériences pour pouvoir conclure quelque chose. Ici, je vous donne par exemple les bombes atomiques provoquent la mort et la destruction à une très grande échelle. Je n'ai pas eu besoin, ou plutôt, nous n'avons pas eu besoin de recourir à plusieurs expériences pour malheureusement se rendre compte que ceci est vrai. L'histoire nous l'a bien démontré. Ainsi que mettre sa main dans le feu, que cela provoque une grande douleur, je n'ai pas envie d'essayer 2 fois, je n'ai pas besoin d'essayer 2 fois pour arriver à cette conclusion. Donc dans ce genre de cas, un grand nombre d'expériences n'est pas forcément nécessaire. Mais dans d'autres, on l'a vu, oui. Faire le lien entre fumer et les risques d'avoir un cancer nécessite de recourir à un grand nombre d'expériences. Mais encore une fois, combien? Est-ce qu'il y a un nombre critique qui nous permet justement de dire « Maintenant, je peux déduire une conclusion ». On l'a vu pour l'inductiviste, les énoncés scientifiques reposent sur l'observation. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que l'on doit faire appel à l'observation pour justifier une théorie? Est-ce que cela va bien du sens observation à théorie? J'aimerais d'abord poser une question. Est-ce que nous percevons tous la même chose? Par exemple, si je vous montre cette image, est-ce que nous percevons tous la même chose? Peut-être que certains d'entre vous y verront tout d'abord le profil d'une jeune et belle femme, avec un chapeau, avec une plume. D'autres verront peut-être le profil d'une femme âgée, pas très belle. Donc ici, dans un premier temps, on peut voir que l'observation ne nous permet pas de déduire, pour tout le monde, la même conclusion. À ce moment-là, est-ce qu'on peut encore se fier à l'observation pour justifier une théorie scientifique qui doit être valable pour l'intégralité des gens? Mais j'aimerais aller un petit peu plus loin et creuser cette notion d'observation. Lorsque je vois clignoter en bas de mon ordinateur le voyant justement de la batterie, qui me signale que mon ordinateur n'aura bientôt plus de batterie, et que je conclus que je dois recharger mon ordinateur, ou en tout cas le brancher, je fais appel, même à un niveau très élémentaire, à certaines théories.
à savoir qu'il existe du lithium dans l'univers ou encore qu'un ordinateur a besoin d'énergie pour fonctionner. On le voit bien, ici, des éléments théoriques précèdent l'observation. Ainsi donc, des théories clairement formulées sont une condition préalable pour que des énoncés d'observation soient précis. Autrement dit, la théorie précède l'observation. Ceci met vraiment à mal la démarche déductiviste, la démarche déductive si vous préférez. On va voir quelles sont les alternatives qui s'offrent à nous. Dans un premier temps, certains philosophes ont proposé d'assouplir le principe d'induction en disant que finalement les conclusions que l'on peut tirer d'un raisonnement inductif sont simplement probablement vraies. Le fait d'introduire une variable de probabilité indique que l'on n'est pas sûr à 100% que tel phénomène va bien avoir lieu. Dans un deuxième temps, et c'est la position sceptique, on va dire que le principe d'induction ne peut pas être justifié et que les croyances scientifiques ne sont pas non plus justifiées. Elles ne sont rien d'autre que des habitudes psychologiques que l'on a prises au fil du temps en observant un certain phénomène se répéter régulièrement. À savoir que le soleil se lève tous les matins. Une deuxième attitude serait de dire, mais bon, le principe d'induction est fondé sur l'évidence. Mais on a vu que l'évidence n'est pas une chose partagée de la même manière par tout le monde. L'exemple de la dinde montrait bien que son évidence, à savoir qu'elle allait être nourrie tous les matins à 6h30, a été déjouée le soir du 24 décembre. L'évidence est une affaire de culture, de formation et d'esprit critique, et probablement que notre dinde n'avait pas assez d'esprit critique. La quatrième possibilité serait de dire que la science n'est pas fondée sur l'induction. Et à ce moment-là, on devrait choisir, on devrait chercher un autre principe qui nous permettrait de fonder les raisonnements, les énoncés, les lois scientifiques. Ceci sera l'objet de la prochaine capsule. Merci de votre attention.